Merci de l'invitation à l'association Amavea, à la faculté de médecine et au service de neurochirurgie du professeur Césaire. Donc je suis Alain Veil, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine sociale et je fais plus particulièrement de la pharmacoépidémiologie de santé publique, c'est-à-dire que j'étudie les médicaments en vie réelle, donc leurs usages, leurs mésusages, les problèmes de sécurité, d'effets indésirables, comme on dit, qui est souvent d'ailleurs un mot modeste, parce qu'il y a des effets graves, et puis l'efficacité, parce que on a besoin de savoir dans la vraie vie, à la différence des essais thérapeutiques, comment les médicaments se comportent et ce qui sont réellement aussi efficaces que dans les essais. Voilà. Conformément à la réglementation, je déclare ne pas avoir de lien avec l'industrie pharmaceutique. Fabricante ou non de progestatifs d'ailleurs. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je me suis occupé plusieurs fois de médicaments et de problèmes et d'effets indésirables graves, notamment Benfluorex en 2009. C'est une des premières grosses études que j'avais faites à ce moment-là. Donc Irène Frachon, dans les suites de ce qu'avait fait Irène Frachon et le cas témoin qui avait été fait à l'hôpital de Brest, nous on avait fait une cohorte sur les bases de données nationales de l'assurance maladie. Et on avait montré que les patients sous Benfluorex diabétiques versus les patients qui n'étaient pas sous Benfluorex avaient 3 ou 4 fois plus d'hospitalisation pour des lésions valvulaires et de remplacement des valves cardiaques, qu'elles soient aortiques ou mitrales. Voilà, ça avait beaucoup frappé à l'époque et ça avait accessoirement permis d'avoir une idée du nombre de malades en France qui étaient victimes de ce type d'effets indésirables. Voilà. J'ai travaillé aussi sur les contraceptifs oraux, alors les quantités d'estrogènes, les types de progestatifs et les risques d'embolie pulmonaire, d'AVC, d'infarctus du myocarde. C'est dans les suites de crise de la pilule. Sur la dépakine, 4 études, l'usage, les malformations congénitales en France, les troubles neurodéveloppementaux. Et puis, donc, plus récemment, depuis début 2016, je dirais, les progestatifs et le risque de méningiome intracrânien. Voilà. Donc, alors vous avez vu, j'ai appelé ça, enfin les liens, mais entre du progestatif vers le méningiome. Souvent, dans ces présentations, on parle beaucoup de méningiome, et d'ailleurs, pas tant que ça de progestatif. Donc, je vais essayer de parler un peu plus des progestatifs. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, en cas d'exposition prolongée, exposition prolongée, ça veut dire plusieurs années, c'est pas prendre une pilule estroprogestative 3 mois, il n'y a absolument aucun risque de méningiome. Je reviendrai évidemment plus précisément. Est-ce que ça peut être la cause? Est-ce qu'il y a une relation causale avec un méningiome intracrânien qui est diagnostiqué, soit d'ailleurs de façon fortuite, ça peut arriver, soit qu'il y ait des signes neurologiques, une épilepsie. Donc là, vous avez des boîtes de comprimés. Vous avez également une seringue avec une aiguille. Il y a des progestatifs injectables. C'est le cas du contraceptif, le Depo-Provera, qui est un contraceptif assez puissamment dosé, voilà, et qui donne également des méningiomes, qui est très peu utilisé en France. Donc probablement la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Voilà, donc les 6 produits. Alors j'ai repris l'iconographie d'Amavea, d'un des livrets, donc j'ai oublié de le marquer en dessous. D'habitude, il faut toujours marquer d'où vient la source. Mais je le dis. Voilà, j'ai trouvé que le dessin était très beau, j'en avais marre des boîtes. Voilà, donc vous avez cité les 6 produits pour lesquels aujourd'hui le risque est démontré. Donc l'Androcur, l'acétate de cyprotérone, l'Utéran et l'Uténil. L'Utéran et l'Uténil, c'était 2 produits pris par des millions de femmes. Donc acétate de nomégestrol, acétate de chlormadinone. Alors je dirais un peu les noms de marque. D'habitude je ne le dis pas trop, mais sinon on finit par se perdre entre tous ces noms. Et puis Colprone et Surgestone. La Surgestone, elle est arrêtée, mais elle a donné un nombre de méningiomes non négligeable. Ça fait 3 ans environ qu'elle est plus commercialisée. La Colprone, donc Promegestone, je crois, pour ne pas me tromper, voilà, est encore commercialisée. Et il faut voir aussi que les patients ils sont passés d'un progestatif à un autre. Quand l'information que l'Androcur pouvait provoquer des méningiomes, beaucoup sont passés au Luténil, Lutéran, et puis quand le problème a été dit qu'il y avait un problème avec Luténil, Lutéran, ils sont passés à Colprone. Donc
Voilà, Depo-Provera. Il y a des patients qui ont réussi à prendre, dans les 15 dernières années, les 6 produits. On en a quelques-uns en France, et évidemment beaucoup plus nombreux qui ont pris 5 produits. Donc, ce qui pose des problèmes, évidemment. On n'est pas dans une exposition de monothérapie, mais de plurithérapie. Voilà. C'est une femme de 37 ans là, qui a 2 méningiomes sphénoïdiens. Je ne suis pas très bon en neuroanat, mais quand même là, vous les voyez, hein, qui sont assez énormes et qui sont attribuables à 20 ans de nomégestrol. Donc du Luthéran qui avait été pris, et d'ailleurs il a été pris pour une contraception simple, je crois, donc il a été pris hors AMM. Voilà, on reparlera de tout ça. Voilà, alors c'est progestatif, hein, c'est vraiment c'est une hormone stéroïdienne hein, d'action similaire à la progestérone. Donc c'est l'hormone en quelque sorte de la grossesse qui prépare la muqueuse utérine pour l'anidation, l'implantation de l'œuf. Et on sait que quand on est enceinte, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas d'autres ovulations. Donc c'est anovulatoire, donc c'est contraceptif. Et puis ça modifie la glaire utérine. Voilà. Donc c'est utilisé. Les progestatifs, derrière le paracétamol et puis les antiulcéreux, ça fait partie vraiment des médicaments les plus utilisés. Hein. Donc c'est utilisé dans la contraception. Donc, la contraception, c'est beaucoup de personnes, et c'est évidemment pas de l'utilisation de courte durée, mais de longue durée, vous imaginez. Alors ça peut être seul. Il y a toujours un progestatif dans la contraception hormonale. Hein. Soit un progestatif pur, plus ou moins dosé. Donc des fois on dit la pilule micro-progestative, ou progestative, je ne sais pas si elle est micro. Et puis ça peut être associé à un estrogène, donc ce qu'on appelle la contraception orale combinée ou estroprogestative. Tout ça c'est pareil, avec différents progestatifs et différents dosages. Deuxième indication assez fréquente, c'est l'endométriose, donc une maladie sévère qui est considérablement améliorée, très souvent par les progestatifs. Hein. Les progestatifs sont des médicaments très utiles, indispensables pour tout un tas d'indications, vous allez le voir. Les ménorrhagies, donc les hémorragies utérines, dans un certain nombre de cas, c'est très efficace. Et puis, alors là, je dis entre guillemets, pour pallier des insuffisances en progestérone. Alors, la notion d'insuffisance hormonale, c'est un peu particulier, mais il faut savoir que c'était très prescrit en traitement hormonal de la ménopause. Alors, je ne sais pas s'il faut traiter la ménopause de façon systématique. Ça se faisait beaucoup jusque dans les années 2000-2003. Il y avait environ 60% des femmes à l'âge de la ménopause qui étaient traitées. Aujourd'hui, il n'y en a plus que de l'ordre de 5%. Mais beaucoup de femmes ont pris ce type de produit avant les années 2000 et ont probablement d'ailleurs eu des méningiomes à l'époque. On a un certain nombre de témoignages à ce sujet. Voilà. L'assistance médicale à la procréation, à la PMA, ça nécessite aussi à certaines phases de donner des grosses doses de progestatifs. Enfin, pour les femmes transgenres, donc, qui initialement sont des hommes, donc le traitement peut consister à donner des progestatifs, notamment anti-androgènes, comme l'androcure, donc l'acétate de cyprotérone, et puis des estrogènes. Alors, ce sont des doses encore plus élevées, donc des personnes qui prennent à vie des doses très importantes de progestatifs. Et enfin, il arrive que les hommes prennent des progestatifs aussi. Alors, c'est faible, hein, mais ça peut être dans le cancer de la prostate métastasé. C'est anti-androgène, donc ça c'est une des indications. L'intérêt quand même, c'est que les hommes, ils ne sont pas traités pour une endométriose ou pour un problème utérin, et quand on dit que peut-être le méningiome est lié à l'endométriose, etc., en tout cas les hommes font aussi des méningiomes et ne sont absolument pas traités pour les mêmes pathologies, et en gros avec la même quantité du même progestatif, ils font la même quantité de méningiomes, même si ce n'est pas facile à mesurer. Donc c'est intéressant à cet égard. Et ce qu'on appelle les paraphilies, donc entre nous, des troubles du comportement sexuel, principalement par exemple des pédophilies, donc c'est ce qu'on appelle la castration chimique. Donc ils prennent de fortes doses d'acétate de cyprotérone et ainsi ils n'ont plus de désir sexuel d'aucune sorte que ce soit. Voilà. Si un homme prend quand même des quantités importantes de cet acétate de cyprotérone, en quelques mois il a une gynécomastie, il a des seins hein, qui poussent, il n'a plus aucun désir sexuel, etc. Ça a un effet majeur, hein, c'est pas des petits produits. Voilà. Il y a de nombreuses formes d'administration, donc les comprimés, la forme orale. Bon, ça vous connaissez. Les implants sous-cutanés, donc c'est les implants de contraception, implanon, nexplanon. On met un petit bâton vers le biceps. Là, voilà. Il y a eu d'ailleurs
des effets de migration dans le poumon. Des fois, on croit que c'est une embolie pulmonaire, et la jeune femme, c'est pas une embolie pulmonaire, c'est son implant contraceptif qui a migré dans le poumon. Il y a des dispositifs intra-utérins, c'est-à-dire des stérilets, qui sont hormonaux, hein, environ la moitié, donc les stérilets Mirena, Jaïdes. C'est du lévonorgestrel, 52 mg, 19 ou 13 mg. Des patchs, des gels en intravaginal, et également en intramusculaire et en sous-cutané, je ne l'ai pas marqué, comme contraceptif notamment. Et en définitive, toute femme au cours de sa vie, en tout cas il y a au moins 90-95% de chances qu'elle ait à un moment ou un autre pris des progestatifs. Donc par exemple, en 2022, il y avait 2,4 millions d'utilisatrices en France de contraceptifs oraux combinés, 1,3 million d'utilisatrices de progestatifs seuls, 1 million d'utilisatrices de stérilets aux progestatifs, etc. 400 000 d'implants contraceptifs, très peu d'injections intramusculaires et quelques anneaux et patchs. Voilà. Au total, il y a environ 5 à 6 millions de personnes qui prennent chaque année des progestatifs. Si on regarde une année donnée, pour nos 6 progestatifs à risque, on a donc la cyproterone, 640 000 personnes. J'ai pris la période 2006 à 2023. Nomegestrol est 1,9 million, 1,7 million, et puis les 3 autres un peu moins, de sorte qu'au total, il y avait environ un peu plus de 4 millions de personnes qui ont pris au moins un des 6 produits durant les 18 années de 2006 à 2023. Alors, il faut savoir qu'en France, on utilise beaucoup de progestatifs par rapport à nos voisins européens. On en utilise en quantité beaucoup plus grande. Et ce que vous montre le graphique, c'est que par rapport à l'Allemagne, on en utilise environ 2 fois plus. Par rapport à l'Angleterre, peut-être 3 fois plus. Et par rapport aux 2 autres pays qui devaient être sur le graphique, je crois que c'est l'Italie et l'Espagne, encore plus, 4 à 5 fois plus. Ça, c'est la première chose. Donc, forte utilisation en France. Deuxième chose, on utilise des produits différents de ceux du monde anglo-saxon. Nomegestrol, luténil, lutéran, c'est des produits qui ne sont pas utilisés en Angleterre, qui ne sont pas utilisés aux États-Unis. Ils utilisent d'autres produits norethistérone. Et souvent, les gynécologues en France nous disent « Ah oui, mais ils ont des problèmes, ou il y a ceci. » Mais ils utilisent d'autres produits aux États-Unis. Nos produits sont plus sécures que les produits utilisés en Angleterre aux États-Unis. Bon, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas plus sécures, ils sont différents. Et simplement, les essais thérapeutiques et les grandes études faites plus fréquemment aux États-Unis, en Angleterre, etc., évidemment, peuvent difficilement être appliqués aux études françaises. Donc, produits différents, en plus grande quantité. Et troisième élément, on a des doses plus élevées. Donc, vous voyez que la cyproterone, donc en France, les femmes qui avaient des prescriptions pour des troubles de l'hirsutisme, donc des poils durs masculins dans des zones masculines, là je parle de vrai hirsutisme, avaient normalement des prescriptions d'Androcur à 50 mg. Il y a aussi du 100 mg, mais qui est plutôt pris par les transgenres ou par les hommes dans le cancer de la prostate. Voilà. Dans d'autres pays, pour les mêmes indications, des troubles hyperandrogéniques, etc., ils ont tendance à prendre plutôt du 10 mg. Là, vous voyez, en Grèce, c'est du 10 mg dans un certain nombre de pays. Et puis, il y a la pilule Diane, qui est aussi de l'acétate de cyproterone, qui est à 2,5 mg d'acétate de cyproterone. Donc, si on veut un contraceptif à l'acétate de cyproterone, il n'y a pas besoin de prendre du 50 mg. Il suffit de prendre du 2,5. C'est 25 fois moins dosé. C'est parfaitement contraceptif. Et ça a un effet anti-androgénique. Voilà. Bon, pourquoi en France on utilisait plutôt du 50 et dans d'autres pays du 10 mg? Au fond, j'en sais rien. Et je ne sais toujours pas vraiment au jour d'aujourd'hui. Donc peut-être on finira par savoir. Donc la France est un pays, donc ça, on nous avait demandé ça là, pour un article du BMJ, de bien mettre les différents produits d'acétate de cyproterone selon les pays d'Europe. Donc en France, il y avait le 50 mg, mais vous pouvez voir par exemple en Autriche, en Belgique, il y a du 10 mg. Voilà. Et ils utilisaient préférentiellement le 10 mg.
Voilà. Dans le nord de l'Europe, ils n'utilisaient pas ce type de produit. En Angleterre non plus, ils l'utilisaient que chez les hommes et uniquement, ou le 2,5 mg chez les femmes. Donc, beaucoup plus différent et plus fortement dosé. Voilà. Alors, fait aggravant, évidemment, comme on utilise beaucoup plus, il y a pas mal de hors AMM. Donc, il y a des indications officielles des médicaments, c'est l'AMM, donc c'est précisé pourquoi on doit prescrire ça. On a le droit de prescrire en dehors de l'AMM, c'est pas interdit, mais il y a une réglementation. Il faut prévenir la personne à qui on prescrit qu'on prescrit hors AMM. Il faut marquer dans le dossier médical pourquoi on prescrit les choses et à quel référentiel médical nous autorise au fond à prescrire. Il peut y avoir la haute autorité de santé qui a recommandé hors AMM tel ou tel produit, ça peut arriver. Et puis théoriquement c'est pas remboursable, donc on doit marquer hors AMM ou non remboursable sur les ordonnances. Très peu de gens le font, hein. Je ne veux pas culpabiliser les médecins généralistes dans la salle, mais enfin c'est quand même la réglementation. Voilà. Donc beaucoup de prescriptions en RAMM, par exemple pour l'uténil et l'utéran, donc sur 184 méningiomes sous ces produits, il y a eu 61% de ORAMM pour l'uténil et 43% pour l'utéran. Alors pourquoi il y en avait plus pour le luténil? Parce qu'il n'a pas l'AMM pour l'endométriose. Donc c'est une des raisons, l'écart résulte de ça. Il faut savoir que, en général, c'était quand même recommandé par la haute autorité de santé. Mais on avait des AMM restreintes et des AMM, on était largement en dehors. Sur l'acétate de cyprotérone, donc c'est en bas, il y a 75 à 80% de hors AMM. Chez les femmes, c'était de cet ordre-là. Le vrai hirsutisme sévère, qui était la seule indication chez la femme, ça représentait 20 à 25%, mais au grand maximum. Voilà. On a été frappé lorsqu'il y a eu des auditions, on a auditionné un certain nombre de femmes qui avaient eu des problèmes de méningiome. On est frappé quand même que des personnes aient pris de l'androcure pendant 25 ans pour des problèmes un peu de perte de cheveux ou de cheveux gras, hein, un climat androgénique, ça existe. Hein, elles se sont retrouvées avec des méningiomes extrêmement sévères. Ça marche bien, hein, c'est anti-androgénique, c'est formidable, mais voilà, c'est une arme nucléaire pour écraser une mouche. C'est absolument pas justifié d'utiliser des dosages de ce type-là. Voilà. Donc c'est des produits efficaces, vraiment efficaces, indispensables. Les femmes les utilisent très largement au cours de leur vie. On les utilise au très long cours, hein, parce qu'une contraception, on peut être amené à la prendre des années. On en utilise plus en France qu'ailleurs, et puis on a des principes actifs différents et des doses souvent élevées. Alors, quelques mots sur les méningiomes, du point de vue épidémiologie. Hein. Donc c'est la tumeur, c'est une des tumeurs les plus fréquentes du système nerveux central. Je crois que c'est 40% des tumeurs du système nerveux, des tumeurs primitives, hein, en tous les cas, sans compter les métastases, des tumeurs primitives du système nerveux central. Et l'incidence, le nombre de cas nouveaux chaque année est de l'ordre de 10 pour 100 000 personnes année. Donc une personne sur 10 000 en moyenne on découvre chez elle, en tout cas, un méningiome chaque année. Il y a environ 2500 personnes qui sont opérées d'un méningiome chaque année en France. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est fréquent ou pas fréquent, mais maintenant vous savez qu'il y en a 2500. C'est généralement bénin. Ça pousse très lentement. Hein. Pour avoir les gros méningiomes que vous voyez, il faut 20 à 30 ans. M. César nous réexpliquera tout ça. Et puis les symptômes, vomissements, troubles visuels, syndrome. Alors, ça peut aussi débuter par des problèmes de changement de caractère, de troubles qui sont parfois pris pour des syndromes dépressifs et qui n'en sont pas. Et ça peut aussi débuter par des crises d'épilepsie. Il y a beaucoup de découvertes fortuites. Alors, les facteurs de risque indiscutables, c'est le sexe féminin. Les femmes ont toujours plus de méningiomes que les hommes. Alors, on dit classiquement que c'est 2 pour 1, mais dans la période de l'âge de la procréation, c'est plutôt 3 pour 1. Et en fait, quand on a regardé, on a été très frappés en France. Aux États-Unis, ils disent toujours que c'est 3 pour 1. Nous, on avait 4 pour 1, en fait, en France. Et probablement, d'ailleurs, que l'excès était dû à la consommation très forte de progestatifs en France. Voilà. Plutôt 4 pour 1 en France. Voilà. Alors, les autres facteurs de risque, donc j'ai l'âge, bien sûr. Avec l'âge, en gros, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de méningiome avant, je ne sais pas, 35 ans, 40 ans, c'est exceptionnel. Et après, ça augmente
pas mal avec l'âge. Et il y a 2 autres facteurs de risque qui sont indiscutables. C'est la neurofibromatose de type 2, donc une maladie génétique rare, qui est une usine à fabriquer des tumeurs bénignes, et les gens font des schwannomes et des méningiomes. Et puis l'irradiation cérébrale, donc les personnes qui ont eu par exemple dans l'enfance une tumeur cérébrale maligne et qui ont une irradiation, un hémangiome du cervelet ou quelque chose comme ça, sont très à risque de méningiome. En tout cas, ça multiplie par 200 ou 300. Voilà. Donc vous avez quelques méningiomes et un méningiome qui a été opéré, donc c'est des tumeurs arrondies qui ne sont pas infiltrantes. Dans l'histoire des publications sur progestatifs et méningiome, hors les histoires des récepteurs à progestatifs sur les méningiomes, donc je crois que c'était la première, donc Fröhlich avait publié, donc c'est une communication orale, donc qu'il avait portée en 2007, qui après il a refait dans un congrès européen, et la question qu'il posait, l'acétate de cyproterone favorise-t-il la méningiomatose? Donc la méningiomatose, c'est avoir plusieurs méningiomes en même temps, et il avait observé dans le service dans lequel il travaillait à l'époque à Strasbourg, plusieurs femmes dès 2004 qui avaient des histoires de méningiomes multiples, avec une consommation prolongée d'acétate de cyproterone. Et là, il présentait le cas de 9 femmes, donc de 33 à 62 ans, qui avaient des méningiomes multiples, toutes, donc 9 femmes, plusieurs méningiomes, 2 à 11 méningiomes, et elles avaient eu toutes de l'acétate de cyproterone environ 10 à 20 années de consommation. À noter qu'il y en avait 6 qu'ils prenaient pour hirsutisme, une pour une histoire de ménopause, une pour l'endométriose et une pour aménorrhée, donc trois prescriptions manifestement hors AMM. Et il rapportait chez 6 femmes une baisse rapide de l'acuité visuelle, donc c'est souvent un signe révélateur de ce type de méningiome. Donc méningiome préférentiellement situé à la base du crâne. Et il avait suivi radiologiquement ces patientes. Tant qu'elles prenaient l'acétate de cyproterone, le méningiome continuait à augmenter de taille relativement rapidement. Et chez 6 qui avaient arrêté le traitement, il avait noté qu'il n'y avait pas d'évolution clinique ou radiologique. En tout cas, il arrêtait de grossir, voire il diminuait. Et donc ça suggérait à l'époque, disait-il, que l'acétate de cyproterone pourrait être un facteur favorisant de méningiomatose. Voilà. Et puis que c'était même peut-être une entité particulière, puisque ce n'était pas habituel de voir des méningiomes régresser. Alors dans le même temps, dans le New England Journal of Medicine, donc une des 4 plus grandes revues de médecine, là, au sein de la galaxie des 12 000 ou 16 000 revues médicales, a publié un case report. Alors c'est assez rare, pour tout vous dire, il publie plutôt des essais randomisés à l'époque sur la dernière thérapie antirétrovirale, etc. Il ne publie jamais des cas isolés de ce type-là. Et c'était l'histoire d'une personne transgenre qui avait une trentaine d'années et à qui on allait mettre sa thérapie de substitution, donc composée à la fois d'estrogène et d'acétate de cyproterone de l'ordre de 100 ou 150 mg par jour, je ne me rappelle plus. Et cette personne, pour une raison, d'une suspicion d'adénome à prolactine, avait eu une IRM qui était strictement normale au début du traitement de transition. Voilà. Et puis elle a commencé à avoir des maux de tête, un changement du caractère, etc. On a fait une IRM, je crois, au bout de 3 ans. Et voilà, on a trouvé un volumineux méningiome, je crois qu'il est olfactif. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas trop. En tout cas, vous voyez qu'il est très volumineux et la personne a été opérée avec succès. Et évidemment, il considérait la possibilité de cause, évidemment, de ce traitement progestatif puissant. Donc, c'est vraiment les premières observations qui étaient publiées. Dans les suites de ça, évidemment, ça a fait quand même un petit peu de bruit. Et des équipes italiennes, françaises, espagnoles, belges, néerlandaises, et d'ailleurs une publication australienne aussi, je crois que chez un homme d'ailleurs, faisait état de méningiomes chez des personnes qui avaient un traitement prolongé à l'acétate de cyproterone. Souvent, c'était des histoires de transgenres sous 100 mg. Et au bout de 5 à 10 ans, il développait de volumineux méningiomes et l'arrêt semblait stabiliser ou diminuer la taille des méningiomes. Voilà. Et là encore, il y avait beaucoup de méningiomes multiples et plutôt antérieurs.
Quand je dis multiples, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous opérés, hein. Parfois, il n'y en a qu'un seul qui était symptomatique, mais quand on faisait l'IRM, plusieurs étaient opérés. Voilà. Et donc, l'équipe de Fröhlich, mais il y en a d'autres qui avaient publié ça, à l'époque, avait montré, par exemple, chez cette personne, vous avez un méningiome qui est là, je crois que c'est une transgenre qui a refusé d'arrêter le traitement, qui a refusé de se faire opérer, et vous voyez, le méningiome a continué à grossir. Et puis finalement, devant les symptômes, etc., la personne a arrêté le traitement et le méningiome a en partie diminué en volume. Voilà. Cette personne, je crois, n'a pas été opérée. Voilà. Et donc, il y a eu une observation de 12 cas de personnes sous acétate de cyprothérone. On voyait que c'était des femmes de 39 à 61 ans, pardon, voilà, qui avaient en général des troubles visuels, des maux de tête, hypoacousie, aphasie aussi, qui avaient souvent plusieurs tumeurs, à part une ou deux, de 2 à 10, et qui prenaient l'indication de la cyprothérone. Alors vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup d'hirsutis. Il y en a un. Voilà, bon, c'est presque tout en RAMM. Les durées d'utilisation de 8 ans à 30 ans, mais beaucoup de 10 ans, 20 ans, 24 ans, et la dose quotidienne de 50 mg pour la plupart. Certaines ont commencé à descendre à 25 pour limiter les risques. Voilà. Et ces personnes ont arrêté, donc au diagnostic ont arrêté, et ils ont remarqué, donc ça c'est le volume de la tumeur, alors je pensais, oui c'est en centimètres cubes, donc voilà, ils ont suivi dans les semaines et les mois, c'est en mois, hein, qui ont suivi, et observé la diminution de volume pour presque tous les patients, pas tous, hein, de temps en temps ça diminue pas de volume, il y a les problèmes des parties osseuses, etc. Mais une régression du volume. Voilà. Les 2 premières études épidémiologiques, c'est-à-dire c'est pas des cas individuels rapportés, là on étudie des ensembles de patients pour essayer d'évaluer le risque. Donc il y a une étude espagnole de Miguel Gil qui est parue dans un journal britannique en 2011. Alors, il y avait 2400 patients et patientes, il y avait des hommes et des femmes, à forte dose d'acétate de cyprothérone, et ils ont observé 4 cas chez les utilisateurs, donc il y avait 2 femmes, 2 hommes, et il a calculé un risque relatif de 11,4. Alors l'intervalle de confiance était relativement large, mais enfin c'était une alerte extrêmement sérieuse, et d'ailleurs à la suite, à peu près à ce moment-là, le RCP, c'est-à-dire le label des médicaments, a été modifié en indiquant que le méningiome était un effet indésirable possible. Et puis il y a une deuxième étude, alors sur des données anglaises, CA Serrano, qui a semé la confusion à ce moment-là, et la conclusion principale qu'on retrouvait dans le résumé, c'est que en fait les résultats ne supportaient pas le rôle finalement de l'acétate de cyprothérone utilisé par les femmes dans le développement du méningiome. Ils ne trouvaient pas de risque de méningiome chez les femmes. Ils avaient étudié ça sur les femmes anglaises, et ça a semé le doute, alors qu'ils retrouvaient une association chez les hommes avec un risque relatif de 6,3, donc multiplié par 6 environ. Alors 2 ou 3 problèmes qui ne sont pas des détails. Donc c'est Bayer qui a fait cette étude, on leur avait demandé, c'est l'Europe. Ils ont été le faire dans le pays, en Angleterre, où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'utilise que de l'acétate de cyprothérone à 2,5 mg. Donc au fond, ils n'ont répondu qu'à la question, est-ce qu'à 2,5 mg c'est dangereux? Bon, la réponse apparemment, c'est pas dangereux. Mais la question que demandaient l'Europe et les chercheurs, les médecins et les patients, c'est de savoir les doses qui sont utilisées dans les autres pays. Deuxième chose, évidemment, c'est clairement marqué, c'est des grandes de Bayer, et 2 des auteurs étaient salariés de Bayer. C'est pas caché, la méthodologie, elle paraît correcte, mais quand on lit la synthèse, franchement, on s'aperçoit à la 7e page que c'est de l'acétate de cyprothérone 2,5 mg. Et pour nous, Français, quand on lisait cet article, on n'imaginait pas qu'il travaillait chez les hommes à la fois sur le fort dosage et chez les femmes sous le faible dosage. Voilà. En tout cas, ça a semé la confusion, et des gens se sont dit, oui, ça arrive peut-être, mais finalement, c'est relativement rare. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, donc à partir de 2016 ? Donc, on a fait des études de cohorte, donc suivre des ensembles de patients avec un bras exposé et un bras non exposé, donc cyprothérone, nomégestrol, chlormadinone, et puis aussi des études de cas témoins, notamment sur l'ensemble des progestatifs, pour voir s'ils étaient à risque, et on a publié ça dans diverses revues. On a fait aujourd'hui 6 rapports
Et on a 6 études publiées. Il y a 2 rapports qui vont sortir prochainement. Il y a une étude encore acceptée qui devrait sortir très prochainement. Donc on a démontré que le risque était avéré pour 6 progestatifs au jour d'aujourd'hui. Alors, d'où elles viennent nos informations? Alors, c'est les informations de l'assurance maladie, mais que nous-mêmes, utilisateurs du système de santé, hein, quand on va à la pharmacie, vous donnez votre carte Sésame Vital, là, ils la mettent dans un sabot, et puis ils saisissent le code du médicament avec un code barre. Donc là, j'ai imaginé une femme à qui on aurait prescrit de l'Androcur et de Doliprane, et toute cette information remonte. C'est un flux traceur qui est financier, hein, c'est pour rembourser le pharmacien ou le patient des frais pharmaceutiques. Donc c'est une information de grande fiabilité parce qu'elle supporte des flux financiers. Hein. Alors vous entendez dire souvent c'est de l'information administrative, machin, ça vaut pas grand-chose. Non, si vous voulez savoir combien de pleins d'essence vous avez fait l'année dernière, hein, plutôt que d'utiliser votre mémoire, vaut mieux regarder vos relevés de carte bleue ou des choses comme ça. Vous aurez très probablement une réponse beaucoup plus fiable que votre mémoire. Donc, toutes les personnes à l'assurance maladie française, quel que soit le régime, leurs données sont enregistrées de façon anonymisée, mais chacun en a un anonymat, un identifiant crypté de 2006 jusqu'à maintenant. Donc ça permet de chaîner ces informations, et c'est également chaîné avec les informations à l'hôpital. Donc j'ai imaginé que cette même dame avait été malheureusement à l'hôpital, près de chez moi, à l'hôpital Georges Pompidou. Alors il n'y a pas de neurochirurgie, alors vous voyez que c'est un exemple fictif. Hein. Et qu'elle était donc rentrée en novembre 2018, sortie en décembre, et que le diagnostic principal est toujours indiqué, hein, c'est tarifant, tumeur bénigne des méninges cérébrales, donc c'est un méningiome hein, en termes habituels, et que l'acte classant principal qui permettait de tarifer le T-jour est une exérèse d'une tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne. Ça génère un groupe homogène et puis un tarif, voilà, etc. L'hôpital est donc payé, et la personne, il est indiqué qu'elle est sortie de l'établissement. Alors il y a plusieurs façons de sortir de l'établissement. On peut aller en rééducation fonctionnelle, on peut être transféré dans un autre hôpital, on peut rentrer chez soi, et puis malheureusement on peut sortir par décès, ça arrive aussi. On peut décéder. Voilà. Donc, ce sont des informations limitées, mais au fond, vous voyez qu'on sait quand même dans quelle zone du cerveau on a opéré et pourquoi. Hein. On sait que ce n'est pas une tumeur maligne, a priori, et on sait que cette tumeur était située dans l'étage antérieur. En plus, on a la voie d'abord, c'est craniotomie, etc. Voilà, je suis pas... Donc, toutes nos études, elles sont basées là-dessus. Le critère de jugement principal, hein, c'est le fait d'être opéré d'un méningiome. Voilà, qui est codé, alors là j'ai mis qui est codé soit en méningiome malin, soit méningiome intermédiaire ou atypique, soit méningiome bénin, avec un acte de neurochirurgie qui correspond à une exérèse ou une décompression du nerf optique, parce que ça peut arriver, associé ou non, mais ça peut être la façon de traiter les symptômes d'un méningiome. Éventuellement de la radiothérapie adjuvante ou pas. Bon, je passe, c'est finalement assez rare comme traitement d'emblée dans les méningiomes. Voilà, alors... Bon, je vais pas... Si l'avantage... Comment? La radiothérapie, c'est pas rare comme traitement d'emblée dans les médicaments. Alors, je sais. Elle nous le dira tout à l'heure. Non, c'est pas si rare. Enfin, c'est quand même relativement rare, je pense. Mais bon, j'en sais. Vous nous direz. La radiothérapie dans le traitement des méningiomes. Des méningiomes par radiothérapie? D'emblée. D'emblée. C'est pas fréquent. Non, voilà. Donc... Il y a des indications pour lesquelles c'est très clair qu'il y a une radiothérapie d'emblée à faire. Il y a des zones dans lesquelles il ne faut pas aller. Voilà, zone inopérable peut-être, enfin voilà, dans certains cas comme ça. Enfin, c'est pas fréquent, quoi. Peut-être mon terme était... Voilà. Voilà. Alors, l'intérêt de... Parce qu'évidemment, on pourrait chercher des méningiomes qui sont minuscules, etc. Les gens ne savent pas qu'ils les ont, etc. Mais l'intérêt quand même de la chirurgie, c'est que c'est cliniquement pertinent. C'est-à-dire on opère quand même des méningiomes qui sont soit symptomatiques, volumineux, gros, ou qui sont susceptibles de créer un désordre majeur, et non pas des méningiomes minuscules qui embêtent personne, et au fond, il vaudrait peut-être mieux pas le savoir. Et c'est facile à mesurer. Voilà, je passe. Voilà. Et notre résultat principal sur la première étude, donc on avait un groupe contrôle, donc c'était les personnes qui avaient eu moins de 3 grammes en 6 mois. En fait, le groupe contrôle, ce n'était pas des non-exposés, mais c'était des personnes qui avaient été très faiblement exposées. C'est-à-dire, elles avaient eu un médecin,
Elles avaient eu donc une indication d'acétate de cyprotérone, et en gros, elles avaient pris une boîte ou 2 boîtes. Peut-être d'ailleurs même qu'elles avaient renoncé à la première boîte en lisant le mode d'emploi avec toute la liste des effets indésirables. Mais en tout cas, il y avait eu une prescription par un médecin. Il y a pas mal d'histoires d'endométriose, d'hirsutisme, etc. Voilà. Et on les compare à des femmes. Alors, il y en avait au total 253 000, à peu près 120 000 des deux côtés. Et on les compare à des femmes qui, elles, ont été exposées plus de 6 mois, donc ont eu au moins 3 grammes. Et on a d'un côté 439 000 personnes années, donc 439 000 femmes suivies pendant une année versus 289 000. Et on observe dans le premier groupe 20 méningiomes, dans le deuxième 69, et on voit que l'incidence, donc le nombre de cas pour 100 000, il est de 4,5, et de l'autre côté, chez les femmes exposées, de 23,5. Donc on a un risque relatif, c'est-à-dire on divise 23 par 4, et c'est 5 fois plus fréquent. Voilà. Quand on traite les choses correctement, c'est 6,6. Mais finalement, c'est déjà énorme. Mais quand on regarde en fonction de la dose cumulée, donc 3 à 6 grammes, environ c'est de 6 mois à 1 an, là c'est 1 à 2 ans, 2 à 3 ans, 3 à 4 ans, et plus de 5 ans, grosso modo. 60 grammes, ça correspond à la dose normale, thérapeutique, prise au bout de 5 années. Vous voyez que l'incidence croît régulièrement avec la dose. 3,7, 7,6, 26, 54, 129. Donc, plus la dose cumulée augmente, plus le risque augmente. Et d'ailleurs, il n'augmente pas de façon proportionnelle, je vous le montrerai. Et vous voyez que là, le risque relatif, au bout de 5 ans, n'est plus du tout de 5 ou 6, il est de 28. Et quand on traite les correctement, enfin en réalité, il est de 22. Donc le risque, au bout de 5 années, est environ 5 années d'utilisation, alors que des femmes en ont pris 10 ans, 20 ans, 30 ans, il est déjà multiplié par 22. Donc première chose. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les hospitalisations n'étaient pas tellement longues finalement, de l'ordre de 10 jours en moyenne. Il y avait beaucoup de traitements antiépileptiques, y compris alors au bout d'1 an, au bout de 2 ans après la sortie, de l'ordre de 30%. Voilà. Il y avait quelques réinterventions pour neurochirurgie, 2%, dans l'année qui suivait, ou l'intervention sur un deuxième méningiome, et puis des décès en nombre très limité, 1,6% à 1 an, mais pas 0 non plus. Voilà. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques qu'on retrouve dans toutes nos études? Alors, on retrouve un risque, on a retrouvé un risque pour ciprogestatif. Alors, acétate de cyprotérone, donc androcure, donc en gros, c'est multiplié par 20. Quand on prend tout le monde, le tout venant, ceux qui en ont pris pas trop longtemps, ceux qui en ont pris très longtemps, en moyenne, le risque, il est multiplié par 20. Vous avez un autre ratio de 19,2. Là, c'est une cas témoin. Le médroxyprogestérone d'acétate, c'est le Depo-Provera, donc c'est un progestatif en intramusculaire, contraceptif. Le risque, il est multiplié par près de 6, 5. Voilà. Nomegestrol, qui est le luténil, qui a été pris par des millions de femmes, vous avez vu, le risque, il est multiplié par 5. Mais là aussi, il y a une relation dose-effet, on en reparlera. La chlormadinone, 4. Médrogestone 3,5 et promégestone 2,4. Donc ça, c'est colprone et surgestone. Dans l'ordre. Et puis on remarque à l'inverse qu'il y a un certain nombre de progestatifs pour lesquels il n'y a pas de surrisque. Alors, par exemple, les stérilets au Mirena. Alors ça a été une question d'ailleurs que nous ont relayé les associations. Beaucoup de gens étaient inquiets pour ces progestatifs, pour ces stérilets, au progestatif. Nous, on a fait plusieurs études. Les femmes qui avaient eu 3 stérilets au progestatif, comparées à celles qui avaient eu 3 stérilets au cuivre, etc. Les doses cumulées. On a publié ça quand même dans le BMJ cette année. En tous les cas, l'ensemble de nos résultats sont rassurants pour les stérilets au progestatif et ne sont absolument pas en faveur d'un surrisque de méningiome dans cette utilisation de progestatif. Alors pareil, un certain nombre de patchs ou en intravaginal, etc., des doses plus faibles, et voilà, en percutané aussi. Donc un certain nombre de progestatifs, souvent fortement dosés, sont très à risque, et d'autres ne le sont pas en définitive. Voilà. Quand on regarde l'ensemble des progestatifs, alors il y a plusieurs sous-classes des progestatifs, il y a les 17 OH, les 19 NOR, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Tous les 17 OH sont à sur-risque de progestatif, en gros. Vous retrouvez dedans médrogestone, chlormadinone, cyprotérone, médrogestone. Alors il y a
l'acétate de mégestrol, qui est très peu utilisé en France. C'est utilisé dans les cancers du sein métastasés, c'est un progestatif très puissant. Nous, on a cherché partout, on n'a trouvé aucun cas de méningiome en France. Et je viens de lire un case report au Canada, donc d'une personne qui avait pris ce produit-là, aussi pour un cancer du sein, qui avait eu 4 méningiomes épouvantables, qui ne pouvaient pas être opérés, et donc finalement ils l'ont laissé. Elle a mis 3 années à avoir une diminution de taille des méningiomes, elle a encore vécu 15 ans, elle est décédée, là, sans lien avec cette histoire de méningiome. Ils ont fait une autopsie, et en fait les méningiomes avaient complètement régressé, alors qu'ils étaient déclarés inopérables, je ne sais plus quoi, 20 ans avant. Les 19 Nord, donc il y a le nomégestrol et la promégestone, et puis on a un certain nombre, les gonanes, donc souvent il y a les contraceptifs oraux dedans, les vonorgestrel, désogestrel, voilà, j'en reparlerai, pour lesquels en ce moment on n'a pas de surrisque. Ceux qui sont en vert, donc les rouges, c'est ceux où on est sûr qu'il y a un surrisque, celui-là on est sûr mais on n'est pas capable de le montrer, et les verts, il n'y a pas de surrisque démontré. Donc il y a un risque avéré pour certains progestatifs de 2,5 à 20, et puis pour d'autres non. Alors comment faut exprimer ce risque, hein? Parce qu'un risque multiplié par 4, comme vous voyez, c'est de l'ordre de, je sais pas, de 1 pour 1000 par personne, des choses comme ça. On vous dit, dans 1 pour 10 000 chaque année, on vous dit oui, multiplié par 4, ce qui est rare, multiplié par 4, ça reste rare. Alors, à la fois, c'est un peu vrai, mais d'abord, quand il y a des millions de gens qui sont traités, ça finit par plus être si rare que ça. Et c'est vrai que exprimer seulement par des risques relatifs, des coefficients multiplicateurs, ou des... c'est pas forcément la bonne solution pour un problème de santé publique. On a eu un peu ce problème pour Mediator, hein, d'ailleurs. Il faut exprimer les choses autrement par les fractions attribuables, par exemple, c'est-à-dire dans l'ensemble des méningiomes, quelle est la proportion, dans l'ensemble des méningiomes opérés, quelle est la proportion de méningiomes qui est liée à ces progestatifs, et puis aussi ce qu'on appelle les NNH, c'est-à-dire le nombre de personnes traitées par un progestatif pour avoir un événement grave de méningiome opéré, et puis par exemple traiter plus de 5 ans pour avoir un méningiome. Donc maintenant on a essayé d'exprimer les choses comme ça, parce que pour tout dire, les gynécos ne cessaient de nous dire que c'était très rare. Bon, en général ils exagéraient un peu, nous on disait c'est de l'ordre de 4 pour 1000, ils nous disaient c'est 1 pour 10 millions. Les gens font pas bien la différence entre les pour 1000 et les pour 10 millions, mais honnêtement ils sous-estimaient très fortement. C'est des choses qui sont déclarées, il y a des dépêches APM, etc. J'invente, c'est pas des paroles dans un couloir, des déclarations publiques. Le dernier communiqué de presse qu'ils ont fait en juillet dernier, c'est aussi pour minimiser vraiment. Voilà. Vous l'avez vu comme ça. Voilà, alors je sais pas s'ils cherchent à minimiser, mais enfin en tout cas ce qu'ils disent objectivement, les chiffres, oui, ça minimise. Non, mais je suis d'accord. Alors, donc j'ai dit risque augmenté, en gros moins de 5 ans il n'y a pas de risque, 1 à 5 ans il y a un risque intermédiaire, c'est très augmenté au-delà de 5 ans, évidemment ça dépend du progestatif, c'est en moyenne. Mais si on regarde le nombre de personnes traitées par acétate de cyprotérone, donc Androcur, le nombre de personnes traitées plus de 5 ans, pour avoir une personne opérée d'un méningiome, c'est 40. Voilà, donc pour 40 personnes, il y en a une qui est opérée. Donc voilà, donc c'est pas si rare dit comme ça, alors que c'est les mêmes chiffres, mais comme ils sont suivis 30 ans, etc., comme on calcule par an, voilà, c'est exactement la même chose. C'est une autre façon de dire les choses. Pour le luténil, qui est quand même un produit d'une rare banalité, 5 ans de luténil, 75 personnes traitées égale une personne opérée d'un méningiome. Voilà. Et pour le lutéran, 170. Voilà les calculs qu'on publie, c'est pas des... Voilà. Donc on a comparé ces différents progestatifs, leur puissance, je passe là-dessus. Pour certains, promégestone et médrogestone, c'est plutôt de l'ordre, alors je ne parle pas de 5 ans, c'est de l'ordre de 1 pour 3000, 1 pour 7000, voilà, toutes durées confondues. Voilà. Nous on insiste en tous les cas qu'on mesure mieux le risque par des choses plus facilement palpables, à la fois pour les patients, à la fois pour les médecins, mais aussi pour les décideurs publics, parce que quand il faut prendre des décisions, c'est important. Alors ensuite, le risque augmente avec la dose, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez un exemple, là vous avez le coefficient multiplicateur du risque, donc ça va de 1 à 16, c'est du nomégestrol, donc du luténil tout simple, et plus la dose cumulée est élevée, ça part de 0,15 à 0,6 g, et plus de 6 grammes, là c'est 5 ans, c'est multiplié par 12.
Donc dès qu'on augmente la dose cumulée, on augmente le risque, et ce n'est pas d'ailleurs multiplicatif, c'est exponentiel. Voilà. Alors, ça, on appelle ça une courbe de Kaplan-Meier. C'est pas si compliqué que ça, vous allez comprendre. Alors, 1, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de méningiome opéré. Et plus on descend, plus il y a de méningiome opéré. Et à chaque fois qu'une personne a un méningiome opéré, ça fait descendre la courbe. Voilà. Alors, les verts, c'est les personnes qui n'étaient pas exposées au progestatif. Donc là, je crois que c'était du nomégestrol, du luténil. Et là, vous avez le temps. 0 année jusqu'à 12 ans. Donc au bout de 11 ans, chez les personnes qui n'ont pas été exposées, il y a 0,1% des personnes qui ont été opérées d'un méningiome. Ça, c'est le taux standard, c'est pas négligeable. Donc ça vous fait une courbe qui est assez droite, qui est proportionnelle au temps. Voilà. Et chez les exposés au luténil, alors vous voyez que la courbe, elle n'est pas du tout droite, elle est incurvée. Donc c'est ce qu'on appelle un risque non proportionnel. C'est-à-dire, par exemple, quand le temps se multiplie par 2, que vous passez de 5 à 10 ans, le risque, il se multiplie par 5,5, etc. Donc là, on a la courbe jusqu'à 11 ans, mais essayez d'imaginer cette courbe jusqu'à 30 ans. Ça peut faire une proportion importante des femmes qui seraient opérées, et en tous les cas, ça fait des taux élevés. Voilà. On appelle ça des courbes de survie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on regarde si les gens meurent, on regarde si les gens sont opérés d'un méningiome. Notre événement d'intérêt, c'est être opéré d'un méningiome. Mais on garde le nom de courbe de survie. C'est des choses extrêmement classiques que font tous les logiciels de statistiques. C'est pas bien compliqué. Quand on fait ça, il faut quand même faire attention à bien gérer le temps, parce qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, les personnes qui prennent ces progestatifs ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus. Et leur risque de base d'avoir un méningiome a beaucoup augmenté puisqu'elles sont plus âgées. Donc il faut bien tenir compte faut traiter l'âge en variable dépendante du temps. C'est un détail. Voilà. Quatrième, je ne sais pas, caractéristique. Dans toutes nos études, quand les personnes arrêtent le progestatif, en gros, au bout d'un an, le risque d'être opéré régresse au niveau du risque de base, ou peut-être 2 fois le risque de base. Donc là, je crois que c'est le Luthéran, mais peu importe. Donc vous aviez un risque de 2,4, et un an après, vous avez un risque de 1,00914. Donc il y a la notion épidémiologique que si on arrête le progestatif, on risque pas plus que n'importe qui d'autre d'être opéré. Ça ne veut pas dire que le méningiome a disparu. Ça veut dire que probablement il a régressé, qui ne donne pas de symptômes, il n'est pas diagnostiqué, ou que s'il est diagnostiqué, on estime que le mieux est de ne pas l'opérer. Évidemment, les neurochirurgiens ont remarqué, comme dans cet exemple-là, qu'en arrêtant le traitement, les méningiomes régressaient. Voilà. Mais là, je ne parle pas de personnes chez qui on a su qu'elles avaient un méningiome. C'est collectivement, on évalue le risque d'être opéré chez des gens qui n'ont pas encore été explorés. Le risque est très supérieur à la base du crâne et à l'étage antérieur. Alors, ça on l'a publié aussi dans le BMJ en 2021. Donc c'est le risque par localisation intracrânienne d'être opéré par un méningiome lorsqu'on a pris de l'acétate de cyprotérone, donc de l'androcure. Alors c'est un peu compliqué, vous avez différentes zones cérébrales, et c'est pas pour 100 000, c'est carrément pour des millions. Donc dans le groupe exposé, dans la partie antérieure de la base du crâne, on avait en moyenne 198 personnes opérées d'un méningiome pour 1 million de personnes suivies, et dans le groupe contrôle, 3. Donc quand on fait le rapport des deux et qu'on traite correctement le problème de l'âge, le risque multiplicatif, il est de 47. Alors c'est très très rare en épidémiologie d'avoir des risques de 47. C'est des choses spécifiques. C'est énorme, c'est beaucoup plus que le tabac dans le cancer du poumon. 47, c'est énorme. Et on voit que dans toutes les zones de la base du crâne, donc la zone sphéno-orbitaire, 25, vers le chiasma optique, la zone moyenne, 23. Et toutes les autres zones du cerveau sont en sur-risque, mais de façon moindre, 9, 3, 5, 7. Voilà. Donc des zones plus particulièrement à risque qu'on retrouve, et on retrouve ça dans tous les progestatifs à risque, même les moins puissants, il y a un sur-risque dans ces zones du cerveau. Ce ne sont pas exactement les mêmes méningiomes, en tout cas on ne les trouve pas au même endroit. Autre point, alors il y a l'histoire de l'effet des estrogènes.
Alors il y a beaucoup de littérature là-dessus. Est-ce que le fait d'avoir des estrogènes avec les progestatifs, ça aggrave le risque, ça le diminue? Alors il y a même une étude d'ailleurs, je sais pas, du nord de l'Europe qui a dit que finalement c'était lié aux estrogènes et pas aux progestatifs cette affaire. Alors non, je sais pas comment ils ont réussi à calculer, j'arrive vraiment pas à comprendre. Nous, en tous les cas, ce qu'on retrouve et ce qu'on publie, c'est qu'en gros l'effet des estrogènes il est nul. C'est-à-dire que le progestatif, il soit ou non associé à un estrogène, on trouve le même résultat. Par exemple, pour l'uténil et l'utéran, nomégestrol et chlormadinone, on a estimé que le surrisque lié à un estrogène, par rapport à ne pas en avoir, à quantité égale de nomégestrol, était de 1, 0,7 à 9. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de surrisque, puisque c'est multiplié par 1, égale pas de surrisque. 0,8 pour l'autre, c'est pareil. Donc nous, on pense qu'il n'y a pas de surrisque, voilà, ça reste encore, certains pensent parfois que c'est protecteur, à voir. Mais en tous les cas, l'influence de l'estrogène, si elle existe, est extrêmement faible, en résumé. Une autre chose qu'on a vue pendant très longtemps, donc les gens avaient pris longtemps un progestatif, étaient opérés de leur méningiome, et après l'intervention, tout de suite après, ou dans l'année qui suivait, reprenaient le progestatif. Donc jusqu'en 2018, il faut quand même voir qu'il y a 30 à 50% des personnes qui reprenaient le progestatif. Hein. Donc, alors j'avais un beau graphique, il a carrément disparu. L'heure est grave, il devait être dessous. Donc qu'est-ce qui montrait? Tous les ans jusqu'en 2018, pour du lutéran, les gens qui étaient, alors ça variait selon les années, mais il y avait 30 à 50%, y compris d'ailleurs après la période où on l'avait indiqué dans la notice du médicament, les gens continuaient. Donc ça prouve globalement que, d'abord, les gens n'avaient pas bien compris le problème, les gynécos, les neurochirurgiens n'étaient pas tellement conscients du truc, n'en parlaient pas aux patients. Et les patients ne lisent pas la notice, mais il y a tellement de choses dans les notices que ce n'est pas une surprise. Voilà, donc alors, dans les différents arguments que j'ai donnés, il y a beaucoup d'arguments en faveur de la causalité. Hein. Vous savez que les études observationnelles, comment dirais-je, l'essentiel de la connaissance scientifique vient quand même des études observationnelles, hein, les études interventionnelles, où on teste dans un vrai essai thérapeutique. Finalement, c'est assez rare comme situation médicale. Et il y a beaucoup de situations où on ne peut pas faire des essais thérapeutiques, ne serait-ce que pour mesurer un effet indésirable qui surviendrait au bout de 5 à 10 ans. On ne va pas faire un essai où on ferait prendre à des personnes volontaires un traitement. Ce serait à l'évidence non éthique. C'est pareil pour les femmes enceintes, pour l'essentiel des situations. Voilà. Donc on a beaucoup d'arguments en faveur de la causalité. En vérité, ils sont même tous réunis, la temporalité, hein, l'exposition, elle précède le méningiome. La force de l'association, on a vu que dans certaines zones du cerveau, il y a des associations de l'ordre de 50, des associations de 20 pour l'acétate de cyprotin, etc. Ce sont des forces, c'est extrêmement puissant. Donc un facteur de confusion ne peut jamais expliquer des associations aussi fortes. Il y a un gradient biologique. Plus la dose cumulée est importante, plus le risque est élevé. Donc ça, c'est un argument en faveur de la causalité. Il y a aussi une plausibilité biologique. Il y a des récepteurs à la progestérone, on le sait, sur les méningiomes, etc. Ce n'est pas exactement le même type de méningiome sur le plan génétique. Je n'insiste pas là-dessus. Et je ne vais pas vous déballer tous les critères. C'est indiscutable. La causalité n'est pas discutable sur l'ensemble des critères. Enfin, je veux dire... Oui ? Oui, ah oui, voilà, j'ai oublié. Mais comme mon diaporama, je n'ai le droit de voir que la moitié du haut, il m'arrive d'envoyer. Donc dans tous les critères, il y en a un qui est extrêmement important. Quand on arrête l'exposition du produit, entre guillemets, toxique, alors à titre individuel, alors même à titre individuel, là ça marche. Là, le méningiome régresse, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens. Et à titre collectif, dans un ensemble de populations, quand ils arrêtent l'exposition, il y en a beaucoup moins qui sont opérés. Donc ça, c'est l'argument ultime d'ailleurs dans la causalité qui est rarement retrouvé. Donc il y a pratiquement, moi j'ai jamais vu dans ma vie d'épidémiologiste un exemple aussi flagrant. Alors, avec le Mediator, on avait un peu ça, parfois on manquait de données, mais enfin on avait ces critères-là, voilà. Si, on avait les mêmes critères, il y avait tout. Ça a toujours frappé voilà. Le parallélisme des liens de causalité. Ouais. Alors il y a... Je dis ça, alors maintenant ça vous paraît évident, je dis ça, mais enfin bon, il y a eu des réunions il y a 3 ans, 2 ans, il y a des gynécologues qui discutaient de la causalité et qui nous disaient qu'on n'avait pas le droit de parler de causalité et qui voulaient faire enlever le mot causalité d'un compte-rendu officiel d'une commission
officielle. C'est leur droit. Ah, vous voyez, je vous avais promis, il me semblait bien que je l'avais mise quand même. Voilà, donc c'est le taux de personnes qui poursuivent le progestatif après avoir été opérées, sachant qu'un certain nombre ont un deuxième ou un troisième méningiome plus petit qui n'a pas été opéré. Donc autant vous dire que, voilà, alors parfois on entend dire que les gens savaient, ils avaient tous compris, ils ne savaient pas grand-chose, on n'interrogeait pas les gens et les malades n'étaient pas informés jusqu'en 2018. Hein. Après ça a changé. Voilà. Et puis au fond, c'est un peu une nouvelle maladie, hein. Comme les valvulopathies médicamenteuses, bah là c'est des méningiomes hormono-induits, une méningiomatose hormono-induite qui n'est pas exactement pareil, c'est pas le même type de méningiome. Voilà, donc il y a eu tout un tas d'actions qui ont été faites pour essayer d'améliorer les choses. Déjà, on a informé du problème. Alors quand on a informé du problème vers le 30 août 2018, le 30 ou le 31, je ne sais plus, le lendemain, ça a fait, enfin dans les 15 jours qu'on suivit, les titres d'à peu près tous les journaux, les médias divers, même la bourse s'est inquiétée pour l'action de Bayer qui risquait de baisser à cause du risque de certaines tumeurs et de son, vous voyez, les journaux de la bourse, les journaux évidemment médicaux, pharmaceutiques, le quotidien du médecin. Voilà, il y a des journaux un peu plus sérieux et puis il y en a qui titraient directement sur le cancer du cerveau. Hein, quoi. Voilà. Donc là, on voit quand même la qualité n'est pas la même. Mais en gros, quand même, beaucoup de gens ont appris à cette occasion, par la médiatisation, hein, plus que par plein de courriers, que le problème existait. Voilà. L'agence européenne, on a eu du mal à les convaincre hein, pour les différents produits, mais ils ont produit le PRAC, donc c'est la partie de l'agence européenne qui fait des recommandations, voilà, et qui s'occupe de safety. A reconnu que la cyproterone, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle recommande d'utiliser à 10 mg la cyproterone, un dosage d'ailleurs qui n'est pas utilisé en France. Entre parenthèses, on n'a toujours pas sorti le dosage à 10 mg, parce que la cyproterone c'est utile pour certaines femmes, hein, il y en a besoin, ça n'existe pas en France. Voilà. Pour l'uténilutéran, on a eu du mal à les convaincre, hein, ça a mis 2 ans pour qu'ils sortent les décisions. Donc vous avez de 2010 à maintenant une courbe bleue qui est le nombre d'utilisatrices chaque mois d'acétate de cyproterone. Donc en gros, il y en avait 50 000 jusqu'en 2018. Et là, vous avez vu la médiatisation. Donc on a écrit aux femmes, on a envoyé des lettres aux médecins traitants. Il y a eu l'attestation d'information, il faut tamponner ça, il faut que la femme signe qu'elle a bien été informée, etc. Donc en gros, en 2-3 ans, on est descendu de 50 000 à... Maintenant, on est à 3 000. Voilà, moins 95%. Donc c'est exactement ce que voulait le groupe, parce qu'on voulait que l'acétate de cyproterone reste disponible pour les femmes qui ont un hirsutisme sévère, par exemple, et qui en ont vraiment besoin. Chez les hommes, ça a diminué aussi, moins 70%. Et chez les transgenres, d'ailleurs, qui en ont besoin aussi, ça a diminué de 50%. Il y a d'autres produits anti-androgènes qui n'ont pas ce type d'effet. Alors, pour les nomégestrol et chlormadinone, il y avait environ, de mémoire, 300 000 femmes qui en prenaient à tout moment. Ça a été un petit peu plus tardif, et là, ça a baissé très rapidement. On n'a plus que 10 000 personnes qui en prennent. Il faut savoir qu'un des deux produits, la chlormadinone, a été décommercialisé fin 2023. Il n'est plus vendu. Sanofi, qui commercialisait le nomégestrol, s'est aussi enfui. Hein. Il n'y a plus que des génériques sur le nomégestrol. Voilà. Donc, le nomégestrol, c'est Theramex, le laboratoire. C'est la chlormadinone. Sanofi, c'est la chlormadinone. C'est Theramex, oui. Bah, j'ai inversé, pardon. Ça m'étonne un peu, mais bon, vous devez avoir raison. J'ai peut-être inversé. C'est Sanofi qui commercialise plus l'utéran. L'utéran. Bon. En tout cas, il y en a, oui, mais les génériques qui sont arrêtés aussi. Il y en a plus du tout, quoi. Voilà. À la limite, moi, en santé publique, hein, vous savez, que ce soit le Princeps ou le générique, ça m'est égal. Hein. Enfin, c'est la même chose qu'il y a dans la boîte. Hein. Entre nous, il n'y a vraiment aucune différence. Donc maintenant, il n'est plus disponible, il n'y a plus de problème. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on souhaitait, nous. Hein. Et les labos, devant le risque, notamment juridique, médical, ont arrêté de le commercialiser. Voilà. Et on voit les différentes actions qui font baisser la consommation. Vous avez chaque année le nombre de méningiomes attribuables au progestatif, donc le méningiome opéré attribuable au progestatif. En gros, il y en avait 250 qui étaient chaque année, de 2010 à 2018, attribuables soit à nomégestrol, à chlormadinone,
acyprotérone, donc environ 100 acyprotérone, 150 anomégestrol ou chlormadinone, et puis une dizaine aux autres produits, promégestone, etc. Voilà. De sorte qu'il y avait 250 femmes opérées chaque année pour un méningiome qui était lié à cette consommation de progestatifs. Ça, c'était jusqu'en 2018. Donc quand on a prévenu en 2018, en août, ça a très vite fait baisser les interventions sur l'androcure. Et puis dans les années qui ont suivi, 2019-2020, ça a aussi eu un impact sur l'utényllutéran, parce qu'on a informé sur l'utényllutéran. Et au lieu d'avoir 250 femmes opérées, sur 2023, je crois qu'il y a eu 3 femmes qui ont été opérées uniquement pour un problème de méningiome lié à l'androcure, et 15 pour un problème lié à l'utényllutéran. Donc on a divisé par par 15, on a divisé par 10 à 15 le nombre de personnes opérées. Voilà. Donc je sais que j'ai entendu dans les médias que l'épidémie de méningiome au progestatif, elle était devant nous. Non, en réalité, pour les interventions, elle est derrière nous. Le problème, en termes de santé publique, l'essentiel du problème est réglé. Je ne dis pas que tout est réglé, il y a les femmes qui ont été opérées, etc. Mais disons qu'on a en partie réglé. Je dis bien en France, parce que dans d'autres pays, c'est pas du tout ça, si on peut voir médias positifs. Mais voilà. Alors ça, c'est le nombre de cas attribuables. Donc les associations, à juste titre, me demandaient souvent le nombre de cas attribuables. Alors on le publie toujours, y compris parfois dans ce qu'on appelle le matériel supplémentaire des articles scientifiques. Alors il faut aller le chercher. Mme Mignaton me l'avait demandé. Je lui ai dit... allez voir la pièce J du BMJ 2024 à tel endroit. Et voilà, c'était la même chose en anglais. Vous avez un nombre de cas attribuables, donc c'est un calcul statistique de nombre de personnes, là, sur une période de 10 années, de 2009 à 2018, qui ont eu un méningiome opéré lié à l'acétate de cyprotérum, donc 845. Voilà ce que donne le calcul. Voilà. 737 pour l'acétate de némogestrol, etc. Donc voilà. Donc, grosso modo, ça fait 2200 personnes attribuables. En réalité, ça fait 2500 personnes opérées, parce que nous, on calcule, si ça multiplie par 3, ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont attribuables et 1 qui est lié au hasard. Voilà. Donc il y a 2500 personnes qui ont été opérées, mais il y en a peut-être 200 qui sont liées au fait qu'elles auraient eu quand même un méningiome. Voilà. Mais peu importe, à ce niveau-là, ça donne des ordres de grandeur du nombre de personnes qui ont été concernées par le problème. Et je crois que les nombres de personnes que vous avez, au fond, dans vos associations qui ont été opérées, enfin, c'est relativement convergent, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de personnes derrière 2000 qui ont été opérées. Il y en a probablement 10 000 à qui on a découvert un méningiome et qui sont suivis, qui ont des IRM régulièrement, qui sont inquiètes, qui revoient le neurochirurgien, etc. Et on attend pour une décision définitive, parfois. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces cas attribuables sont extrêmement importants pour l'imaginer en expertise. C'est-à-dire quand il s'agit devant un cas de méningiome, de dire est-ce que le méningiome aurait existé ou pas, avec ou sans l'exposition à la progestérone, lorsque les chiffres sont aussi, la probabilité que ce soit lié à la progestérone est aussi élevée par rapport à la probabilité que ce soit le fait du hasard, a un impact majeur sur les procédures d'expertise. C'est pour ça qu'on en parlait. C'est très très important d'évaluer les cas attribuables, ce qu'on appelle les fractions attribuables, notamment pour aussi aider peut-être les médecins à comprendre, mais les experts à conclure. Et d'ailleurs, pour les méningiomes opérés chez les femmes, on peut estimer qu'il y en avait de l'ordre de 13 à 14% qui étaient attribuables à la consommation d'un progestatif à risque, parmi tous les méningiomes opérés chez les femmes, et de tous âges, y compris les femmes qui auraient par exemple 80 ans, dont évidemment extrêmement peu consomment des progestatifs. Donc vous voyez que c'est pas négligeable du tout. Donc, dans tous nos livres d'épidémiologie, on nous parle, on nous bassine avec la neurofibromatose de type 2, pardon, je ne devrais pas dire bassine, c'est pas un terme correct, mais ça fait beaucoup moins de 1% des cas de méningiome. Et l'irradiation cérébrale dans l'enfance, ça fait moins de 1%. Donc on nous parle de ça, et on avait juste oublié de nous parler des progestatifs fortement dosés avec une exposition prolongée, qui eux font, en France en tous les cas, 12, 13, 14%
de méningiome opéré. Ça, c'était juste une diapositive qui récapitulait ça. Et évidemment, pour avoir un niveau de preuve élevé, on publie ça. Donc la publication scientifique, c'est un art, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un art, mais enfin c'est en tout cas une discipline assez difficile, assez rigoureuse. Il faut convaincre les pairs, il y a de nombreuses révisions. Donc on a publié 2 articles dans le BMJ, donc ça intéresse les grandes revues au niveau international. Hein. Ils ne les acceptent pas pour nous faire plaisir. Peut-être qu'on travaille bien, j'en sais rien, mais ils les acceptent parce que c'est un sujet d'intérêt mondial. Hein. En plus, ils n'ont même pas ce produit en Angleterre. Donc 2020, 2 publications dans le BMJ, 2 publications dans l'European Journal of Neurology, hein, donc un important journal européen de neurologie, hein, et dans le Lancet Regional S Europe, et puis une autre qui a été acceptée, là, qui est donc justement sur la mesure d'impact, c'est-à-dire l'ensemble des actions qu'on a mis en œuvre pour acétate de cyprotérone pour résoudre le problème en France. Donc ils viennent d'accepter cette publication qui paraîtra début 2025. Donc en conclusion, donc méningiomatose d'exposition prolongée. Donc pour moi, c'est quand même une pathologie différente, quoi. C'est une nouvelle pathologie en définitive. Les cas vraiment à risque, c'est les très prolongés, des fortes doses et en cours. Là, il y a vraiment risque de méningiome. C'est une pathologie grave. Alors, je sais qu'il y a une ministre qui a malheureusement dit que c'est bénin. Alors, oui, les petites cellules, elles sont bénignes, mais non. D'ailleurs, un effet indésirable où la personne est hospitalisée, c'est dans la catégorie, c'est un effet grave. C'est pas discutable. Hein, quand une jeune fille fait une embolie pulmonaire sur un contraceptif estroprogestatif, c'est grave. Donc c'est une pathologie grave, longtemps ignorée à l'échelle mondiale, fréquence sous-estimée. Ça peut régresser avec l'arrêt des progestatifs, c'est une bonne nouvelle, et puis ça peut laisser des séquelles parfois importantes quand on a été opéré, quand il y a une épilepsie séquelaire, etc. Perspective, donc. Alors, l'utilisation prolongée de la contraception orale. Elle est beaucoup moins dosée, mais il y a des gens qui en prennent 30 ans. Ça pose des questions, on est en train d'essayer de mesurer le risque et on va publier ça très prochainement. Donc il y a une publication qui devrait sortir le 19 décembre, un rapport là-dessus, voilà, avec tout un groupe de travail qui travaille là-dessus depuis des mois. Beaucoup de gens ont pris en relais plein de progestatifs différents, donc c'est dur de mesurer le risque. Il faut que les autres pays se bougent et fassent des études sur leurs progestatifs spécifiques. Stratégie d'utilisation des progestatifs vie entière, à force d'en prendre, oui, il y a peut-être un risque. Recommandations européennes mondiales sur la prise en charge des méningiomes sous progestatifs. Les guidelines pour prendre en charge les progestatifs nous semblent assez peu adaptés au cas des progestatifs. Et puis la FDA, l'agence américaine de sécurité du médicament, mais aussi alimentaire d'ailleurs, mais peu importe, n'a toujours pas fait de warning et de guidelines sur leur fameux contraceptifs injectables que plus de 2 millions de femmes prennent et sur lesquels il y a plus de 74 millions de femmes qui prennent ça dans le monde, ce contraceptif injectable. Nous, on est très inquiets. On a des signes indirects par exemple, en Indonésie, c'est une catastrophe. Hein, il y a 17 millions de femmes qui prennent, par exemple, ce contraceptif qui est injectable tous les 3 mois, qui est très pratique, qui est très peu coûteux, qui se fait en plus à l'insu du mari, entre guillemets. Donc c'est plus facile. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Et voilà l'ensemble des personnes qui m'ont aidé depuis 2016 pour ces études. Donc il y a des neurochirurgiens, des épidémiologiques, des gynécologues, des dermatologues, 2 patientes, Emmanuelle Huette-Mignaton, vous pouvez voir. Et puis une petite équipe. Hein. Chaque histoire, alors j'ai vécu la même chose évidemment avec Irène Frachon sur le Mediator et puis d'autres. C'est une aventure humaine avec des personnes. Donc il y avait des personnes avec qui je travaille depuis 2016 là-dessus, hein, depuis début 2016. Donc ça va bientôt faire 9 années, voilà, qui sont à l'Agence du médicament. Il y a le professeur Frelich qui est neurochirurgien à la Riboisière, etc. Voilà. Merci à tous.